Je suis Jean Poderos et je suis le fondateur des éditions Courtes et Longues. Regard, boussole et fidélité. Regard, parce que je crois que la manière que l'on a de regarder le monde, c'est la meilleure manière que l'on a de le découvrir, mais aussi de se découvrir soi-même. Dans Regard, il y a art, évidemment, et c'est un des points centraux de la maison d'édition. Nous avons commencé la maison par 2 programmes indépendants, l'un destiné à la jeunesse et l'autre destiné aux adultes, mais uniquement constitué de livres d'art. La boussole, je crois qu'une maison d'édition, si elle fait bien son boulot, elle donne des repères. Et elle donne des repères singulièrement quand elle s'adresse à la jeunesse. Et une des choses qui, je crois, constitue vraiment une des originalités de la maison, c'est qu'on fait des livres qui sont assez initiatiques. Ils donnent vraiment un chemin aux enfants qui les lisent. Et ça, c'est à la fois une fierté, une satisfaction, mais aussi ça nous guide dans les livres à venir et dans la manière que nous avons de choisir ce que nous allons publier ensuite. Et puis fidélité, c'est fidélité aux auteurs. Il n'y a rien de plus extraordinaire, je crois, pour un éditeur que de voir l'évolution des auteurs avec qui il travaille. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment formidable. Et je crois que c'est peut-être ce qui m'émeut le plus dans ce métier. Un livre de littérature jeunesse important pour moi. Jean Tout, le maçon creusois de Georges Nigremont. C'est le premier roman que j'ai lu. Il raconte la vie d'un petit maçon qui fait le tour de France, un jeune compagnon qui va parcourir comme ça les chemins et qui va grandir. Il y a toujours une dimension initiatique dans ce qui me passionne au fond. Et l'autre aspect important pour moi, pour ce livre, c'est qu'il m'a appris qu'on pouvait relire un livre. C'est le premier livre que j'ai lu et c'est le premier livre que j'ai relu. Par la suite, je sais pas, il y a plein d'autres livres que j'ai relus. Ceux qui m'apportent vraiment quelque chose, ils sont constitutifs de ma vie et au fond, j'ai besoin d'y revenir. J'ai le souhait, j'ai le rêve que ce soit le cas de certains des livres que nous publions. Imaginez qu'il y ait des lecteurs qui puissent se mettre dans cette situation, c'est vraiment une joie pour un éditeur et a fortiori pour les auteurs du livre. Une maison d'édition, un éditeur important pour moi. Plus qu'important, essentiel pour moi, André Chiffrine. C'est un éditeur américain. D'origine française, son père est connu en France puisqu'il s'appelait Jacques Chiffrine et que c'est le créateur de la collection de la Pléiade. André, je l'ai connu aux États-Unis où je suis parti en 93 et j'ai commencé à travailler pour lui dans la toute nouvelle maison d'édition qu'il venait de créer. André m'a apporté plusieurs choses. La première chose, c'est le virus de l'indépendance. Défendre son indépendance et défendre la manière que l'on a de voir son métier, c'est une bataille. C'est une bataille quel que soit le contexte, mais peut-être encore plus fortement dans un contexte de grande concentration du milieu. Au fond, le travail éditorial et le travail de l'auteur, dans les grands groupes, souvent, ne sont plus au centre du travail éditorial lui-même. Ce qui est au centre, ce sont les fonctions support, le contrôle de gestion, le marketing, par exemple, parce qu'il faut d'abord penser à la rentabilité de chaque titre. Une des choses qui effrayait André, c'est qu'on ne calcule pas la rentabilité en fonction d'une saison, d'un catalogue, mais vraiment en fonction de chaque titre. C'est une chose dont on essaie, nous, de se départir. On essaie, au contraire, de donner toujours la priorité au projet et au travail de l'auteur et au travail avec l'auteur. C'est ça qui est vraiment au centre de notre travail. Et c'est ce que je retiens des leçons éminentes de ce merveilleux homme. Un livre qui m'a donné envie de devenir éditeur. À dire vrai, ce n'est pas un livre, c'est une personne.
Quand j'étais au CE2, on avait une institutrice qui nous proposait d'écrire des textes. On lui remettait nos textes le mardi soir. Le mercredi, elle corrigeait les plus grosses fautes. Le jeudi, chaque auteur lisait son texte devant la classe et la classe élisait le meilleur texte de la semaine. Ensuite, on l'écrivait au tableau et tous ensemble, on essayait de l'améliorer. Ça m'a donné tout de suite le goût de l'écriture et j'ai assez vite compris que j'allais écrire d'abord de manière assez courte des nouvelles et puis que peut-être un jour j'écrirais des romans. Et à 10-11 ans, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un nom à la maison d'édition qui publierait un jour mes histoires courtes et mes histoires longues. Et tout naturellement, je lui ai donné le nom de Éditions courtes et longues. Quand enfin j'ai créé ma maison, je me suis dit qu'il fallait rester fidèle à ses rêves d'enfant et qu'il fallait utiliser ce nom. Dans ce temps où l'institutrice nous faisait retravailler le texte tous ensemble, en fait, elle m'avait aussi donné le goût du travail éditorial. Et ça, c'est absolument fantastique de se dire qu'une personne a décidé de ma vie tout entière. Le premier livre que j'ai publié. Alors, c'est pas tout à fait le premier livre, mais ce livre, il est absolument essentiel parce que c'est le premier livre pour lequel j'ai commencé à choisir les papiers d'impression. C'est à partir de ce moment-là que je suis allé à tous les calages de nos livres et que vraiment je me suis emparé de la fabrication des livres. Pour celui-ci, il y a un papier de création qui est vraiment très beau, très soyeux. Et puis on l'a imprimé en 3 couleurs, un or, un brun et un bleu, avec cette ouverture à la berlinoise qui est assez rare finalement dans l'édition jeunesse. L'objet est quelque chose qui est essentiel dans un monde de dématérialisation, dans un monde d'écran. Si on veut que les enfants s'attachent au livre, il faut que le livre soit quelque chose qui soit vraiment remarquable. L'attention que l'on porte à tout ce qui fait le livre, c'est ça qui fait que je suis heureux de me lever le matin, de revoir des projets qui sont en cours, d'appeler les auteurs, de discuter avec les imprimeurs de tel papier que l'on va utiliser plutôt que tel autre. Vraiment, tout ça, c'est un travail... peut-être d'orfèvre, on peut dire. En tous les cas, un travail attentionné et un travail qui ne laisse pas la place au hasard. Un livre que j'ai édité particulièrement important pour moi. C'est un choix impossible. Ils ont tous une histoire. Alors j'ai choisi 2 livres dans nos 2 programmes, un pour le programme jeunesse, un pour le programme adulte. D'abord Ronron de Betty Beaune. C'est un livre qui, lorsque Betty m'en a confié le manuscrit, m'a fait pleurer. C'est le seul manuscrit qui m'ait jamais fait pleurer. Ce que je crois absolument génial dans ce livre, c'est que c'est un livre qui se lit peau à peau, en quelque sorte, entre la maman et l'enfant. Vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement maternel. J'y tiens aussi beaucoup à ce livre parce que finalement, il n'a pas eu la réception qu'il méritait. C'est pas un livre qui a eu un grand succès. Mais c'est important pour moi de dire que lorsqu'on est éditeur, on aime quelquefois les livres qui ne sont pas les mieux aimés. Parce qu'on sait ce qu'ils portent, on sait ce qu'ils sont et on sait ce qu'ils peuvent donner. Et puis, j'ai voulu parler d'un autre livre plus récent qui s'appelle L'image à venir, mémoire d'un collectionneur. Il s'agit des mémoires de Pierre Apraxine, qui était un immense collectionneur de photographies anciennes. Et j'ai recueilli sa parole donc, pendant 4 ans pour écrire avec lui ses mémoires. Et jusqu'au bout, jusqu'à quelques jours avant son décès, nous regardions des images ensemble, certaines des images qu'il avait collectionnées. Il a modifié radicalement ma manière de regarder les œuvres. Apprendre à lire les images pour les adultes, c'est apprendre à déconstruire déjà un regard, apprendre à faire en sorte qu'on passe du temps à regarder les images, lire l'image, aller au fond d'elle-même et s'en emparer en quelque sorte. Un personnage de notre maison d'édition qui compte pour moi.
Il s'agit de Plume, le chat noir d'Isabelle Simler, le premier personnage que Isabelle a apporté à la maison. Ce petit chat, au fond, qui est aussi l'emblème de la maison, qui se retrouve sur les affiches, qui se retrouve dans une autre collection créée par Isabelle Simler. Isabelle, c'est, je pense, l'auteur phare de la maison, avec qui on a fait une trentaine de livres. Et c'est quelqu'un de fondamentalement bon et qui a une œuvre belle et qui sait la développer et qui sait avoir confiance en son éditeur pour continuer de la développer. C'est une chance immense pour un éditeur de rencontrer des auteurs comme ça. Elle n'est pas la seule, mais vraiment, elle est la première. L'archive surprise choisie par L'Heure Joyeuse. Ah, j'espérais que ce soit cela. C'est un livre qui a été écrit, illustré, relié en 1 heure à l'occasion des 10 ans de la maison d'édition. On avait rassemblé plein d'auteurs, plein d'illustrateurs de la maison d'édition pour ensemble écrire et illustrer un livre en 1 heure. C'était un défi. J'en garde le souvenir. Ce moment de création, c'était comme une volière, une fourmilière, enfin, je ne sais quoi, mais en tous les cas, c'était d'une intensité remarquable. C'est une émotion parce que c'est le témoignage que des auteurs, des illustrateurs savent se rassembler autour d'une maison pour lui faire ce merveilleux cadeau qui montre en quelque sorte ce qu'elle est en train de faire. Donc voilà, sans dessus-dessous, c'est une archive dont je suis très heureux de voir qu'elle est à L'Heure Joyeuse et de savoir que L'Heure Joyeuse a pensé à nous la remontrer. Et ensuite, c'est difficile à dire ensuite. Je ne pense pas qu'il faille se projeter trop loin. Bien sûr, on définit un programme éditorial à 1, 2 ans, 3 ans, quelquefois pour certains projets. Mais c'est pas ça le plus important pour le « et ensuite ». Vraiment, je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir. Je veux que cette surprise de ce qu'est le temps qui arrive demeure toujours la même. Je veux qu'elle soit un des moteurs de mon désir, de ma soif de rencontrer des auteurs ou de poursuivre avec ceux avec qui nous travaillons déjà et de voir leur évolution. Tout ça, c'est le « et ensuite ». Tout ça, c'est ce qui fait notre avenir sans que l'on sache jamais de quoi il sera fait.